Bonjour. Bonjour mesdames, messieurs. Alors je vois beaucoup d'habitués de l'artistique et je commence à reconnaître donc des visages de l'Université de l'Océan, ce qui fait plaisir. Alors nous sommes aujourd'hui à l'artistique pour aborder une thématique transverse qui est celle d'un côté de l'archéologie sous-marine et de l'autre côté de l'innovation. L'innovation liée notamment à la photogrammétrie sous-marine, plus précisément par essaim de drones. Et oui, vous allez tout savoir sur le sujet grâce à la présence de Frédéric Mitten qui représente l'entreprise Cosma. Alors ce sujet transversal, il est vraiment représentatif de ce qu'on a voulu faire dans l'Université de l'Océan, à savoir mélanger les expertises, les compétences et les différents secteurs. Donc j'espère que cet échange entre le service d'archéologie représenté par Fabien Blanc-Garidel et le DRASM représenté par son directeur Arnaud Chaumas, eh bien, j'espère que de cet échange naîtront de nombreuses questions et que ça ouvrira justement la porte à certaines réflexions qui permettent d'aborder plus sereinement en fait, les enjeux liés à la conférence des Nations Unies sur l'océan et notamment la question de l'exploration des fonds marins, du sous-marin et sa valorisation. J'en profite pour remercier Emmanuel Figuera et l'ensemble de l'équipe de l'Artistique de nous accueillir pour de nombreuses conférences tout au long de l'année. Voilà, je vous laisse. Merci Adèle. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus malgré ce beau temps. On espère que ça va s'arrêter à un moment donné, parce que ce printemps il est quand même assez étonnant, mais enfin on reste dans le thème de l'eau, donc c'est déjà pas mal. Donc comme disait Adèle, donc, elle vous a présenté rapidement les intervenants et puis le sujet. Au-delà de la valorisation des fonds marins, on va également parler de la préservation. Parce que actuellement, si on cartographie, c'est évidemment pour acquérir aussi de la connaissance pour la faune, la flore, mais également le patrimoine culturel. Raison pour laquelle on a deux intervenants qui viennent d'univers a priori disjoints, mais que la mer rassemble en réalité. Donc effectivement, comme disait Adèle, il nous a paru intéressant de faire dialoguer ces deux approches, de voir dans quelle mesure elles se complètent, dans quelle mesure aussi elles se rejoignent, et puis pour vous présenter effectivement l'actualité des technologies sous-marines, puisque ça va relativement vite. Les drones aériens, maintenant, tout le monde connaît, un peu moins en sous-marin et surtout sur ce qu'ils sont capables de faire. Donc on va avoir un petit dialogue. Je vais juste demander à nos intervenants de se présenter et de vous montrer quelques images de leurs travaux. Ils vont vous expliquer leur quotidien et puis ensuite on lancera le débat. D'abord entre nous, assez rapidement, et puis après on interagira avec la salle, puisque évidemment tout l'intérêt de cette table ronde aussi, c'est de pouvoir dialoguer avec vous. Arnaud, si tu veux te brancher, s'il te plaît, et donc Arnaud Chaumas, je le représente, directeur du DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines du ministère de la Culture, et qui pilote donc sur tout le domaine public maritime français, l'exploration archéologique, la cartographie archéologique, mais également la fouille et la préservation de toute la culture matérielle dont on a hérité jusqu'aux périodes les plus récentes. J'insiste, l'archéologie, y compris sous-marine, s'arrête hier presque. Donc vous verrez qu'aujourd'hui on s'intéresse autant aux épaves des deux conflits mondiaux que des épaves antiques. Arnaud, je vois que tu es prêt, donc je te laisse la parole. Je te remercie. Merci Fabien. Alors, donc le département des recherches archéologiques, subaquatiques et sous-marines du ministère de la Culture s'intéresse donc au patrimoine culturel immergé. Donc nous, on est un petit peu dans cette grande rencontre des spécialistes de l'océan
ceux qui n'y avaient pas forcément naturellement leur place, puisque nous travaillons non pas sur la dimension naturelle et écologique de l'océan, mais sur des traces que l'homme y a laissées. Donc, si on était vu d'un biologiste pur et dur, nous serions plutôt du côté des déchets laissés au fond de la mer. Et pourtant, je vous assure, et c'est pas un plaidoyer de défense, que nous sommes beaucoup plus proches des biologistes que des pollueurs. Pour deux raisons, et le fait que nous dialoguons ensemble aujourd'hui est extrêmement intéressant et important, parce que le message, c'est que ces sites sous-marins, ces sites d'origine humaine, historique, sont devenus des biotopes, voire parfois même des écosystèmes, et que ce sont des lieux où la vie océanique s'est réinstallée. Donc tout le travail d'identification, de représentation et de cartographie que nous faisons à l'échelle des sites historiques et des épaves en particulier est utile pour, de toute façon, l'ensemble de la communauté océanographique, parce que, de toute façon, le travail de connaissance et de cartographie du fond de la mer est tellement devant nous que la contribution de chacun doit être pensée comme un élément du collectif. Alors, je vais vous présenter rapidement les outils avec lesquels nous travaillons. Alors, pas sur l'aspect fouille, pas sur l'aspect étude d'un site qui est connu, mais sur comment nous allons localiser et identifier des sites. Lorsqu'on a une déclaration qui est trop floue, trop imprécise pour directement aller sur le site, lorsque des archives nous indiquent l'existence plus que probable, si le temps et la nature n'ont pas détruit le site ou recouvert le site trop profondément, on sait qu'on va retrouver quelque chose, ou dans le cadre de prospection plus large, plus volontaire. Il ne faut jamais oublier que le littoral sur lequel nous sommes, c'est une autoroute maritime depuis bientôt 3 millénaires. Et que donc, que ce soit du commerce, que ce soit de la navigation côtière, que ce soit bien évidemment des guerres, plus récemment, ça nous intéresse assez peu en tant qu'archéologue, le tourisme. En tout cas, il y a une pratique de la mer et on sait que de manière très globale, à l'échelle de l'histoire, depuis au moins Moyen-Âge et époque moderne, on sait qu'à peu près 10% des navires ne rentraient pas au port chaque année. Donc ça nous laisse, ça nous laisse des perspectives pour donc identifier pour étudier, mais identifier aussi pour protéger et partager. Alors quels sont les outils qu'on va utiliser et qui sont totalement dans le cadre de notre discussion d'aujourd'hui? Alors il y en a 4 principaux, je vais vous les présenter rapidement, et surtout pour vous montrer ce que ça nous produit déjà comme image et comme représentation. Il y a l'outil Quel savoir, et vous allez voir qu'il y a un outil où en type d'image et de représentation lui-même ne donne rien, c'est le magnétomètre, pour le dévoiler tout de suite, qui ne produit pas une représentation, mais là vous avez déjà sur cette première image, voilà ce qu'est un sondeur acoustique, donc à balayage latéral, hein, bon, il y a un sonar peut balayer verticalement ou latéralement, vous voyez déjà avec une image acoustique, hein, donc là on n'est pas sur de la photo, on travaille sur des ondes sonores. Voilà déjà le type de représentation que vous pouvez avoir. Nous, quel est le but, quelles sont les étapes quand on déploie ce type d'outils? Première étape, on balaye le fond de la mer, on va identifier ce qu'on appelle une anomalie, quelque chose qui ne ressemble pas à ce qui est autour et ce qui est normalement le paysage du fond de la mer tel qu'on l'attend à cet endroit-là. Cette anomalie, ensuite, on va d'abord, première discrimination, est-ce qu'elle est d'origine naturelle, type un gros rocher au milieu d'une plaine argileuse ou d'un plateau vaseux? Bon, voilà, donc ça, on va l'écarter, ce n'est pas notre travail. Si elle n'est pas d'origine naturelle, de fortes chances d'être d'origine humaine, et là, origine humaine, on va devoir pousser un petit peu plus loin pour voir si elle a un intérêt scientifique historique, enfin scientifique du côté des sciences humaines et sociales, donc un intérêt historique, ou si c'est, pour faire simple, globalement, un macro-déchet. Donc nous n'intervenons ensuite en termes d'études que lorsque nous avons identifié quelque chose qui est de nature historique, dont on va identifier l'intérêt. Vous voyez là, typiquement, la réponse est assez évidente sur cette image. Alors, en 2 mots, bon, on émet un signal. Alors, ça va être plus simple si je vous le montre
à partir de... Voilà, on émet un signal depuis la surface. Donc, comme vous le voyez, balayage latéral, c'est-à-dire qu'il y a ce dôme qui se crée et qui va donc distinguer différents types d'anomalies qui vont apparaître au fond de la mer. Donc, création d'une image acoustique et principe des ombres qui va être la base du travail. L'avantage de cet outil, c'est que c'est très simple à déployer, c'est très simple à interpréter. Vous avez vu l'image acoustique que je vous ai montrée, que ça couvre de larges surfaces. Donc, c'est un outil de travail qui est pour nous le premier outil de déployer, parce que c'est celui qui apporte globalement les premiers résultats. Malheureusement, comme tout outil, il a ses inconvénients. Vous le voyez sur l'image de gauche, c'est d'abord une zone aveugle, donc ce qui va nous nécessiter de faire des couvertures extrêmement rapprochées, voire surtout superposées, puisque derrière, quand l'ordinateur et les hommes vont traiter, il s'agit d'éviter ces bandes noires. Ça serait un petit peu dommage de faire tout ce travail pour que le site d'intérêt soit dans la bande noire. Ce n'est pas un outil relativement précis, donc ça va être un outil de première attention qui nécessitera ensuite qu'on y revienne de manière plus précise. Et comme c'est un outil qui est tracté derrière le navire, c'est un outil dont la mise en œuvre reste risquée et largement soumise aux conditions de la mer. Voilà. Bon, ça c'est technique, je vais le passer. Et donc voilà typiquement comment on va identifier une anomalie. On va identifier sa taille, sa hauteur, hein, puisque pour nous c'est normalement un élément, ses contours, les reflets qu'elle peut dégager, et ensuite ça sera complété par d'autres outils. Voilà typiquement, sur une image un petit peu nettoyée, typiquement ce que nous pouvons trouver, et vous voyez qui va immédiatement nous faire penser à une épave historique. Vous avez la forme globale qui se dessine à peine, hein, l'épave du bateau elle-même ne semble pas là ressortir du fond de la mer, mais on la voit quand même se dessiner. Et vous avez possiblement, probablement là, canon et ancre qui apparaissent à la surface. Alors voilà, donc il peut être déployé depuis une petite unité ou depuis un de nos bateaux de haute mer. Deuxième outil, alors lui, il est extrêmement important par rapport à notre propos d'aujourd'hui, parce que c'est un outil qui va déjà à la fois être un outil de connaissance, enfin, ils le sont tous, mais être encore plus immédiatement un outil de connaissance et un outil de représentation. Vous allez le voir dans 2-3 diapos, le sondeur multifaisceau, en fait, nous permet quasiment immédiatement, avec des logiciels extrêmement simples, de produire des modèles 3D. Alors, multicolores, c'est le principe du multifaisceau pour renvoyer des fréquences d'envoi, mais vous verrez qu'on a des représentations qui sont déjà très, très intéressantes. Lui peut être monté sur perche ou sur coque, donc sous le bateau. C'est en tout cas chez nous comme ça qu'il est déployé. Et son premier usage au départ, vous le voyez plutôt sur... Voilà, vous le voyez là, sur l'image du bas. Son premier usage au départ, c'était effectivement de faire de la bathymétrie, c'est-à-dire de la mesure des profondeurs et de dessiner de la géographie au sens propre, au sens étymologique du terme, du fond de la mer, de la topographie du fond de la mer. Donc, voilà comment il nous aide ensuite à identifier. Donc là, vous avez la petite animation qui vous montre la manière dont on déploie le sonar pour faire sa couverture. Et vous voyez donc en fait qu'il met en avant de lui-même, il dégage de lui-même l'épave. Là, on peut quand même globalement la qualifier d'épave sans trop de doute, qui sort au milieu. Et vous voyez là en haut, typiquement déjà, le type d'image qui sort quasiment sans retraitement. Donc on commence là à avoir déjà on n'est pas encore là au modèle 3D, mais on commence à avoir la base d'un modèle. Donc c'est facile à installer, ça couvre de larges prospections, ça nous indique
on est bien en termes de connaissance des profondeurs, et c'est facile à lire. Toujours un élément important. Donc, bon, voilà ce que ça donne. Et donc là, en cartographie, donc là, on ne cherche pas à avoir un modèle, hein, on fait simplement la couverture, donc les couleurs étant les variations de profondeur. Et typiquement, voilà ce que vous allez avoir. Donc à droite, une photo. Là, ensuite, on est intervenu avec un robot qui photographie. Donc on voit le tumulus d'amphore. Mais vous voyez sur le résultat du multibeam, en rouge, donc qui nous montre la hauteur de ce tumulus, comme on le voit très bien marqué sur la courbe, et qui nous permet d'ores et déjà d'estimer l'état et le statut de ce tumulus. Et voilà typiquement ce que je vous annonçais dès le début, le type de reconstruction 3D que nous permet le multifaisceau. Donc ça, c'est un travail qu'on conduit encore cette année, qu'on conduit depuis 2 ans, sur les épaves de l'opération Dynamo, donc l'évacuation des troupes anglaises et alliées depuis la poche de Dunkerque vers l'Angleterre en 1940. Donc 3 routes d'évacuation sous la pression allemande. 2 de ces routes sont dans les eaux françaises, une est dans les eaux belges. Et donc nous avons repris la cartographie. Alors c'est intéressant, justement, on voit là l'intérêt de ces outils. Ce sont des épaves tout à fait plongeables et tout à fait plongées, parce que ces épaves font partie du patrimoine culturel, de la mémoire collective des Dunkerquois. Les plongeurs dunkerquois plongent régulièrement là-dessus, et pourtant on s'est aperçu, au bout de la première année du travail de cartographie, qu'en fait, beaucoup de ces épaves étaient mal situées sur les cartes, voire même que certaines étaient inversées. Donc en fait, ce travail systématique et méthodique que nous avons conduit avec cet outil-là nous a permis un repositionnement, une requalification et un constat d'état, puisque si on repasse le multifaisceau tous les 2 ou 3 ans, avec cette reconstruction, nous pourrons évaluer très précisément la dégradation de l'épave. Il y en a une, ça tombe bien, elle est là, voilà, celle-ci, ça c'est un croiseur anglais. Cette prise de vue, donc elle date de 2023. La précédente avait été en 2019 et l'épave n'était pas cassée en 2. Donc on a également une documentation de l'histoire de ces sites. Alors là, en l'occurrence, on est sur des sites où la vie s'est assez peu reconstituée par rapport à mon propos introductif. Mais enfin, on voit bien en tout cas l'intérêt et la pertinence de l'outil. Alors le magnétomètre, je vais faire vite parce qu'il y a beaucoup moins de choses à vous montrer en particulier. Donc comme son nom l'indique, hein, lui il mesure les lignes de force, les champs magnétiques. Donc c'est un outil qui lui aussi est tracté, pardon, c'était sur la précédente, je vais passer une de trop. Voilà, donc il est tracté et donc on a lorsqu'on passe sur des objets, alors évidemment prioritairement des objets de nature métallique, des anomalies magnétiques qui sont détectées et qui vont par contre, vous voyez, donc là l'anomalie est détectée, donc la réalité du site en bas, ce que ça donne en détection en haut. L'avantage, c'est que ça permet de travailler sur de l'enfoui, mais pour vous expliquer, enfin vous montrer ce que je disais, vous voyez que les images telles que l'image que rend le magnétomètre, là on est vraiment, on a besoin derrière d'un retraitement, interprétation difficile, voilà, il faut être spécialiste pour traiter ces images, et puis surtout là on est sur un champ extrêmement précis. Donc, vous voyez ce que peut donner, voilà, vous avez le travail de gauche et qui va nous permettre d'identifier ces différentes anomalies qu'il faudra ensuite aller documenter autrement. Dernier outil, le sondeur ou pénétrateur, selon comment on le désigne, de sédiments, surtout qu'on l'appelle souvent sub-bottom profiler en bon français. Donc lui, l'avantage, c'est qu'il va, un peu comme le magnétomètre, enfin partagé avec le magnétomètre, qui va aller voir ce qui se passe sous le fond de la mer, sous la surface.
Alors c'est un outil pour nous, alors je sais que pour les géologues en particulier, c'est un outil qui est incontesté. Pour nous, c'est un outil qui reste encore complexe à utiliser. Voilà, interprétation difficile, voire hasardeuse. On l'a mis très pudiquement, c'est-à-dire que pour nous, c'est intéressant, mais c'est un appareil qui reste encore source d'erreur. On n'a pas encore assez de recul, mais sur l'ensemble de ces outils, il faut vous dire qu'on est sur de la science en progrès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes les plus efficaces sur les outils que nous utilisons le plus longtemps et sur lesquels nous avons le plus de retours d'expérience. Le pénétrateur de sédiments, c'est celui qu'on a utilisé pour des tas de raisons, en particulier celui de la nature des fonds plus récemment. Donc en fait, on a encore la marge et le droit à l'erreur. Je terminerai en vous disant que tout ça ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas des outils de positionnement, parce que je crois qu'on a le terme de cartographie, encore faut-il bien positionner les objets. C'est le bateau, en fait, qui va servir de base de positionnement, avec une perche qui pourra aider à ça, et qui, donc, en fait, les différents appareils déployés renvoient au positionnement USBL que vous avez là en photo, et qui va permettre de remettre les choses sur une carte. Et puis je termine, après l'acoustique, on a bien évidemment, pour représenter, plus que pour cartographier, mais aussi, on fait appel aussi à la prise de vue. On ne travaille pas que sur le son, on travaille aussi sur la photo. Là, j'en dirai pas trop pour laisser la place à nos échanges, mais c'est ce qu'on appelle les photogrammétries, c'est-à-dire les couvertures systématiques d'un site, qui ont pour nous deux finalités, soit un modèle à plat, vertical, ce qu'on va appeler une orthophoto, comme son nom l'indique, une photo droit, prise au droit, ou un modèle 3D, comme vous pouvez l'avoir typiquement là, sur ce tumulus de jarre, sur une épave avec cette encre. Donc là, on est sur un produit numérique. Donc on a des centaines, je ne pense pas qu'on ait des milliers, peut-être centaines, on va dire, en tout cas vu la taille, de photos qui ont été ensuite assemblées, retraitées pour construire ce modèle 3D. Et qui est pour nous aujourd'hui l'outil essentiel de valorisation et de partage, puisqu'il y a une petite minorité de plongeurs dans la communauté humaine, et parmi les plongeurs, il y a une toute petite minorité qui plonge profond, et on parle même d'épaves qui parfois sont au-delà de ce que quiconque plonge. Donc ces outils-là, en particulier, sont la seule manière de partager avec chacun ce patrimoine au fond de la mer, en se rappelant toujours que ce patrimoine immergé au fond de la mer, c'est un bien commun, il n'est pas appropriable ni par le plongeur, ni par l'inventeur, ni par qui que ce soit, c'est une propriété nationale, c'est comme une collection de musées. Quand on dit que la mer est un grand musée, c'est vrai au moins sous cet aspect-là. Tout ce patrimoine qui est au fond de la mer nous appartient à tous, il est incessible, invendable, d'où d'ailleurs notre souci, notre intérêt à lutter contre le pillage. Voilà, je termine avec cette image parce que c'est la plus parlante. Voilà ce que ça donne au départ, et une fois retraité avec la magie de l'outil informatique, vous retrouvez là le canon. Alors pour nous, c'est là aussi un travail en progression constante. Je viens de vous parler de valorisation, mais on est d'abord un service de recherche, on est aussi un service de recherche. Et pour nous, l'objectif de la qualité des photogrammétries, et plus largement de toute façon des prises de vue, c'est de permettre aux différents spécialistes de travailler sur ces objets, de travailler sur ces sites, là où ils ne peuvent pas aller, ou là où il est déraisonnable, ou voire insensé, de tenter de remonter. Si demain nous avons des photos de canons qui sont d'une qualité d'une définition suffisamment précise, nos spécialistes d'artillerie pourront étudier ces canons. On ne se posera pas la question de remonter le canon, c'est pas la chose la plus compliquée, mais enfin, c'est pas non plus, c'est pas non plus le plus simple. Mais surtout, un canon qu'on remonte, il faut le stocker et il faut immédiatement le traiter pour qu'il ne se détériore pas. Accessoirement, on ne traite pas, traiter un objet archéologique qui sort de l'eau, ça se fait avec des produits polluants.
qu'on le veuille ou non, on tourne les choses dans tous les sens. Donc dans une logique de vision durable du patrimoine et du milieu océanique, notre contribution, elle est aussi de se dire que ce patrimoine, il est très bien au fond de la mer et que c'est là où nous pouvons aller chercher à l'étudier. Je te remercie beaucoup, Arnaud. Merci pour cette présentation qui plante bien le décor et qui fait un bon parallèle, sur la fin de ton intervention avec l'archéologie terrestre, hein, parce que je rappelle que dès qu'on peut ne pas fouiller un site, il reste mieux enfoui et sera éventuellement mieux étudié dans plusieurs années. Donc c'est un peu le même principe et je te rejoins complètement sur, c'est bien que tu le dises, hein, que restaurer, c'est polluer aussi. Voilà, ça nécessite beaucoup de traitements, y compris en archéologie terrestre. Et donc, effectivement, si on peut ne pas systématiquement remonter, puis des canons, on commence à en avoir beaucoup, c'est un peu comme les amphores, comme beaucoup de céramique en archéologie terrestre. Donc voilà, c'était pas mal à évoquer. Frédéric, je te laisse nous présenter ton domaine d'expertise, et notamment, donc Arnaud a brossé rapidement la photogrammétrie. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Sachez que la photogrammétrie, c'est un outil qui se développe depuis, on va dire, une quinzaine d'années, qui aujourd'hui, en archéologie terrestre, est relativement bien maîtrisé. Et puis en archéologie sous-marine, ça émerge depuis quelques années. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire, et je te laisse nous présenter tes travaux et les travaux de tes équipes pour voir justement où on en est. Merci beaucoup. Alors je vais parler un petit peu aussi du contexte général. Enfin, ce que fait le DRASM, c'est fabuleux, c'est ce qui fait aussi beaucoup rêver dans l'exploration des fonds marins. Il y a d'autres usages des fonds marins, des besoins d'imagerie de fonds marins qui sont typiquement à chaque fois qu'on veut installer une infrastructure en fond de mer, il faut aller observer le fond. Quand on cherche à faire des mesures de protection, typiquement des aires marines protégées, pour protéger la biodiversité marine, là aussi c'est intéressant de savoir quelles espèces habitent ces fonds marins et quelles sont les zones les prioritaires à protéger. Il y a des sujets d'inspection d'infrastructures sous-marines. On sait que la grande majorité du trafic Internet, elle vient de câbles qui passent au fond des mers et pas du tout, enfin très peu par les satellites finalement. Et de la même manière, il y a des câbles d'interconnexion électrique, des pipelines, etc. en fond de mer. Donc les besoins d'imagerie du fond de la mer sont assez vastes, mais ils font face à des défis techniques qui sont très importants, parce qu'effectivement, aller faire des images comme celle que Arnaud a montrée du fond de la mer, c'est quand même sensiblement plus compliqué que des images aériennes, ou parce que simplement, dans la mer, les ondes électromagnétiques se propagent très très mal, elles sont atténuées très vite, et donc il n'y a pas de GPS, il y a un problème de positionnement d'abord, et ensuite, donc le positionnement se fait par acoustique la plupart du temps, et il y a un problème aussi de si on veut réellement voir le fond. Donc soit on va sonder le fond avec du sonar, la technique la plus traditionnelle qui s'est établie tout au long du siècle dernier, soit il faut se rapprocher tellement proche du fond qu'on va le voir en optique, et c'est ce qui permet la photogrammétrie. Mais pour ça, il faut être très proche du fond. Et donc si on a un appareil photo proche du fond, la fauchée de cet appareil photo, elle va être très faible. C'est-à-dire que si on a un drone aérien qui vole à plusieurs centaines de mètres de haut, il va faire des photos qui font ils font 300 mètres par 300 mètres ou 1 km par 1 km, et le drone sera très bien positionné par son GPS. Quand on est au fond de la mer, on va se rapprocher du fond, et si on est à 1,50 m du fond, on va peut-être faire une photo qui fait 2 mètres par 2 mètres ou 3 mètres par 3 mètres. Donc c'est des petites vignettes qui en plus sont très mal positionnées. Donc il y a des sujets intrinsèques aux sous-marins qui sont complexes à relever dans le monde de la photogrammétrie, sans parler, on a un expert ici, mais des problèmes d'atténuation, de distorsion de l'image, qui sont liés à des changements de milieu entre l'eau, les optiques, etc. Donc, aller observer le fond marin, c'est compliqué, et ça coûte cher, parce qu'il y a aussi un autre enjeu qui est celui d'avoir le milieu marin, il est quand même relativement hostile à l'homme, c'est-à-dire que descendre en profondeur, c'est des lieux où il y a beaucoup de pression,
il y a aussi des courants. Il ne faut pas croire que les fonds marins sont complètement statiques. Les sédiments bougent, etc. Aller en mer, parfois la mer est bonne et parfois elle est moins bonne. Donc les moyens maritimes sont de loin le poste de coût le plus important d'une campagne d'acquisition de données en mer. C'est le coût du bateau et des marins qui le font fonctionner. Donc, partant de ça, ayant travaillé pas mal à l'étranger pour faire de l'acquisition de données en mer, mais de données géophysiques, il y a des gens qui connaissent dans la salle. Après, avec des discussions avec l'Ifremer, on a lancé le programme qui est aujourd'hui COSMA. Donc, COSMA, c'est une start-up niçoise qui a gagné le prix Octopus de l'Ifremer en 2022 et qui a été incubée au sein de ses systèmes sous-marins pour développer une solution d'imagerie sous-marine qui soit scalable. Donc scalable, ça veut dire qu'on va être capable de déployer sur des grandes surfaces, parce qu'aujourd'hui, la photogrammétrie a été déployée sur des sites très particuliers, c'est-à-dire que c'était souvent des dizaines de mètres carrés, et sur des épaves d'intérêt particulier, on pouvait aller sur quelques centaines de mètres carrés, tu me diras si je me trompe, Arnaud, avec probablement un record du monde sur le Titanic, je ne sais pas s'il a fait en entier en photogrammétrie. Et donc pour nous l'objet c'était de se dire comment on démocratise un petit peu cette technologie. En premier lieu, notre motivation c'était la biodiversité marine et ce qu'on appelle les écosystèmes benthiques, c'est-à-dire les écosystèmes qui vivent sur le fond de mer. On manquait d'outils pour aller observer ça, parce que dès qu'on doit observer la couleur d'un corail, la couleur discerner différents échinodermes, il faut aller chercher de la photo, parce que malheureusement, souvent, le sonar n'est pas suffisant en termes de richesse d'informations. On peut avoir des sonars qui sont de plus en plus sophistiqués, surtout si on les déporte vers proche du fond, mais malgré tout, il manquera toujours la couleur. Donc si on s'intéresse par exemple au blanchiment de coraux, il faut aller chercher de la donnée optique, et c'est là qu'on a besoin d'aller chercher de la photo. Comme on a une toute petite fauchée, une petite largeur de photo, si on veut être efficace, si on veut optimiser le temps qu'on va passer en mer, il faut multiplier le nombre de capteurs. Et donc c'est là que l'essaim de drone commence à prendre tout son sens. Donc comme il a été dit en intro, on a vraiment la dronisation est en train de changer beaucoup de choses dans le monde aérien, mais dans le monde marin, on commence à voir arriver des drones qui autrefois étaient extrêmement coûteux parce qu'ils mettaient en jeu des technologies de communication acoustique de niche, et donc l'équipement acoustique était très cher. Et puis depuis quelques années, on voit ces équipements acoustiques qui commencent à se démocratiser, qui coûtent, plutôt que de coûter quelques centaines de milliers d'euros, qui commencent à coûter quelques dizaines de milliers d'euros, voire quelques milliers d'euros. Donc ça laisse la place à des entreprises comme nous de développer des nouvelles technologies qui se basent sur deux piliers. La première, c'est des petits drones pas chers, pour pouvoir en avoir beaucoup, et du traitement de la donnée a posteriori, l'accès à de la capacité de calcul massive, notamment dans le cloud, qui permet d'aller relever les défis de positionnement dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire comment on sait que deux photos sont côte à côte, c'est un des problèmes compliqués, et les associer ces photos entre elles, c'est un problème qui est complexe et qui demande beaucoup de puissance de calcul. Donc on essaye depuis quasiment 3 ans maintenant, on a développé à la fois des drones et une solution de traitement qui permet de relever ces défis de scalabilité. Donc, ce que je vais vous montrer là, il n'y a rien de très nouveau par rapport à ce que fait le DRASP depuis longtemps. On essaye simplement de le faire à grande échelle. Je vais vous montrer par exemple plusieurs exemples locaux sur des petites surfaces, mais là on est à Monaco. Vous connaissez certainement le projet Maritera, qui est un projet de développement immobilier qui a été construit sur la mer. Et évidemment, dans cette zone, il y avait des espèces, et notamment les herbiers de Posidonie qui sont protégés. Et donc ce projet a donné lieu à de la replantation, du déplacement de paniers de Posidonie. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un paysage sous-marin. On a déployé un seul drone pendant quelques heures, qui a fait des allers-retours sur une zone d'environ 1 hectare, et qui a pu... donc il y a des zones d'herbiers de Posidonie qui sont naturelles, comme celle que vous voyez là. Et puis, il y a des zones qui ont été replantées. Et donc, on voit, par exemple, typiquement les paniers qui ont été déplacés entre des zones où il y avait l'herbier ou pas.
Et l'intérêt d'avoir... donc, pour nous, la photogrammétrie, c'est pas forcément une fin en soi, même si elle a eu clairement un intérêt dans la communication, parce que c'est beaucoup plus facile à interpréter que du sonar, alors encore plus facile à interpréter que de la magnéto, mais l'idée c'est que donc, tout le monde peut voir, et puis, mais pour nous c'est avant tout la photogrammétrie une manière de repositionner les choses en fond de mer. Et donc ce que vous voyez là, tous les petits points verts qui apparaissent, c'est chacun des petits points verts est une photo qui a été repositionnée à quelques centimètres près relativement aux autres photos de la nappe, et qui permet, et donc on est capable d'explorer toutes ces photos pour savoir, enfin, qui sont bien repositionnées quand elles ont été prises en compte dans la reconstruction photogrammétrique. Et le fait d'avoir des surfaces comme ça permet plein d'analyses après avec des outils d'intelligence artificielle, typiquement pour faire ce qu'on appelle de la segmentation, c'est-à-dire sur une photo, on va aller délimiter des zones d'herbier versus des zones de sable, des zones de rochers. Et donc c'est ce qu'on a fait là, où on a pu faire des cartographies des substrats, donc du type de fond de mer. Et ça, c'est des mesures qui sont extrêmement précises, donc ça permet d'avoir des métriques, enfin des mesures qui sont très précises. On va être capable de calculer une surface d'herbier au décimètre près et de revenir d'année en année, de voir comment elle a évolué. Et effectivement, il y a plein d'autres capteurs qu'on peut mettre en œuvre, notamment sur le sujet des herbiers de Posidonie. On est capable d'utiliser les petits sondeurs qui sont sur chacun de nos drones pour mesurer la hauteur de la canopée, le sub-bottom profiler pour mesurer la profondeur de la matte morte, et ensuite la photogrammétrie pour voir la densité de l'herbier et sa surface, ce qui permet d'arriver à des calculs de biomasse pour comprendre un peu typiquement la quantité de carbone qui sont stockés dans ces herbiers. Et après, ce qu'on a fait dernièrement avec l'UNESCO et Amazon Web Services, c'était d'essayer de trouver des espèces d'intérêt dans des centaines de milliers de photos comme celle-ci. Et donc là, en l'occurrence, il n'y avait pas tant d'éléments que ça, mais ça nous a trouvé une étoile de mer, un endroit qu'on n'aurait jamais trouvé autrement. Donc même sur la reconstruction photogrammétrique, on ne la voit pas forcément, mais quand on vient cliquer sur la photo associée, en fait, on la voit, elle est bien là. Alors après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc là, on travaille... Alors, l'avantage des drones, c'est qu'on travaille de plus en plus profondément, de plus en plus loin des côtes. Donc typiquement, en ce moment, on travaille à 15 000 nautiques au large de Belle-Île sur essayer de trouver des coraux d'eau froide à une centaine de mètres de profondeur. Donc là, typiquement, trouver des coraux d'eau froide à 100 mètres de profondeur, au sonar, ça aidera pas beaucoup. Il faut aller tout de suite voir les deux espèces qui nous intéressent, qui étaient du corail jaune et du corail noir. Et là, par contre, je vais vous montrer une petite image qui nous parle un peu plus à nous, niçois. C'est à côté de la digue, là où se fera l'UNOC, une petite photogrammétrie sous-marine qui a été faite au pied de la digue. Et on voit d'abord les petits herbiers de Posidonie un peu chétifs qu'il y a le long de cette digue, avec, comme d'habitude, son lot de macro-déchets en fond de mer. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on les reconnaît assez facilement. Mais de la même manière, on peut aller chercher les espèces d'intérêt. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on avait entraîné des algos sur des anémones. Du coup, l'algo, il trouve des anémones, il n'y a pas de problème, sauf que ce n'est pas forcément des anémones. Et donc, du coup, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce qu'on fournit, c'est un outil qui permet à tous les utilisateurs de venir interagir avec les données. Mais en l'occurrence, on ne remplace pas les biologistes ou les bureaux d'études, mais on est un peu comme les radiologues, on essaye de faire des images les plus grandes possibles, la meilleure qualité possible, au coût le plus accessible possible. Voilà, et pour conclure, je vais peut-être juste vous montrer, parce que le challenge, on nous a assez vite challengé sur l'idée que c'était bien en Méditerranée, c'était facile pour nous, les gens du Sud, de montrer des belles images, mais qu'on pouvait, que notamment en baie de Brest, c'était beaucoup plus compliqué. Et donc on est allé en baie de Brest travailler avec l'Ifremer sur la prédation des pétoncles, qui sont une espèce commerciale, par les étoiles de mer. Et en fait, en faisant voler les drones beaucoup plus bas, donc il faut un maillage beaucoup plus fin, on est capable d'aller malgré tout observer le fond, reconstruire le fond marin et essayer de détecter les espèces qui s'y trouvent. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, je crois qu'on peut l'applaudir pour cette présentation. Donc vous voyez les approches qui sont complémentaires, d'où le croisement des interventions.
Je voudrais revenir rapidement sur l'intervention d'Arnaud pour dire que aujourd'hui, il y a le multifaisceau, il y a le sonar, il y a le magnéto, etc. Tout ça est souvent combiné, hein, c'est-à-dire que souvent on n'utilise pas juste une technologie, on va en utiliser plusieurs. Je refais le parallèle avec le terrestre, où nous aussi, quand on fait des prospections dites géophysiques, on va utiliser aussi des magnétomètres, on va utiliser des géoradars, etc., etc. Mais il faut croiser systématiquement parce que ça nous donne des informations très différentes et c'est l'association de toutes ces informations qui va vraiment permettre d'avoir la meilleure vision possible. Et donc, ce que tu viens de présenter, Frédéric, c'est impressionnant en termes de résolution. On sait faire ça effectivement sur des petites surfaces, et Arnaud l'a montré, sur des épaves, des choses comme ça. Mais là, vraiment, c'est intéressant. Et puis le développement aussi d'algorithmes spécifiques pour aller chercher des espèces, je ne doute pas que ça pourra être utilisé plus tard, même par le DRASM, peut-être pour faire des identifications automatiques de certaines choses, de certaines anomalies. Reste que si les approches sont complémentaires, l'une qui va préserver le patrimoine culturel immergé, l'autre qui va tenter d'étudier, donc pour protéger également le patrimoine naturel, je vais rentrer dans un domaine qui est un petit peu plus polémique, on va dire, à savoir les cartographies que tu produis. On avait eu un échange préalable, hein, alors pas pour préparer cette table ronde d'ailleurs, mais pour tout à fait autre chose. C'est ce qui nous a donné l'idée de le reproduire ici. C'est que Frédéric, en cartographiant ses fonds de manière très précise, il pourrait être amené à cartographier justement du patrimoine culturel. Et les données que produisent Frédéric sont destinées après à être publiques. Et j'avais posé la question dans notre réunion de dire, mais si tu fais ça, c'est très bien, c'est très joli, mais ça veut dire que ça expose aussi le patrimoine culturel à d'éventuels pillages. Donc j'avais commencé à dire, tiens, il faut réfléchir à quelque chose qui permette de faire disparaître, en quelque sorte, les épaves, parce que sinon, c'est juste pointer et dire, allez-y, là, il y a une belle épave antique, une belle épave moderne, vous avez trouvé plein de trucs, puis alors comme la résolution est très importante, on peut même voir les vases, etc. Donc pour nous, c'est pas possible en archéologie, qu'elle soit sous-marine ou terrestre, d'aller indiquer les sites et entre guillemets, sans le vouloir, d'inciter au pillage, qui est parfois un pillage de curiosité, hein. Il n'y a pas que du pillage professionnel pour le destiner ensuite à du trafic, hein, mais il y a du pillage aussi tout simplement de curiosité. Je me rappelle que ta réponse avait été de dire, pas de problème, on peut flouter la zone. Et où j'ai dit, non, par définition, si tu floutes la zone, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et donc, les gens vont aller voir. Donc, j'aimerais bien que vous nous donniez vos points de vue respectifs sur... j'imagine que tu y as réfléchi depuis. Déjà, Arnaud, je voudrais que tu rebondisses sur ce que je viens de dire, parce que moi, je ne suis pas spécialiste des fonds marins, même si notre service dispose d'une cellule d'archéologie sous-marine. Et puis surtout, vous, au DRASM, vous avez surtout une expérience qui est tellement vaste. Je rappelle que c'est le domaine public maritime français, c'est le deuxième plus grand du monde. Donc Arnaud ne s'occupe pas juste des fonds autour de l'Hexagone, mais de la totalité des possessions françaises dans le monde. Voilà, je te laisse dire ton sentiment sur... Oui, alors bon, ça fait partie de nos missions. Hein. Quand je disais protéger le patrimoine, il y a le protéger au sens scientifique du terme, il y a aussi le protéger effectivement des pillages. Nous faisons partie des services d'État qui contribuent, et d'ailleurs, pour que les choses soient claires, ça fait partie de la vingtaine de missions que toutes les administrations de l'État qui ont des bateaux, donc les douanes, la gendarmerie, les affaires maritimes, etc., ça fait partie des missions qui, depuis la création de cette coordination de l'État en mer, la protection de la lutte contre le pillage. Donc c'est quelque chose effectivement qui pour nous est très important. Alors, j'ai ma réaction, elle est assez bien parce qu'elle doit être ouverte à la discussion et aux échanges. Je suis absolument pas. C'était l'intérêt. J'ai absolument pas d'avis catégorique là-dessus.
J'ai une conviction forte, c'est que le monde et l'époque dans laquelle nous vivons, c'est une illusion de croire au secret absolu. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent piller, donc dans ta question, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la distinction entre le pilleur professionnel et le curieux ou d'opportunité. C'est que de toute façon, le pilleur professionnel, aujourd'hui, on ne lui cache rien. Les données existent, les données se trouvent, même pas besoin d'aller dans le dark web, le web tout court raconte suffisamment de choses pour trouver ces informations. Donc la question, c'est plutôt effectivement l'effet d'opportunité, mais comme va le donner un article dans Nice Matin ou un reportage sur une chaîne locale qui va parler d'une action archéologique et qui va donner envie d'aller voir ce qui se passe, surtout si on a raconté qu'à cet endroit-là, c'est une véritable caverne d'Ali Baba au fond. Donc on va créer de la curiosité. Donc ça, effectivement, cette inquiétude, elle est réelle. Donc premièrement, je pense que ça ne sert à rien de vouloir tout cacher, c'est vain. Deuxième élément, c'est le corollaire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un bien commun, c'est un patrimoine national. Vous n'imagineriez pas que d'arriver, vous partez à Paris, vous allez au Louvre, et on vous dit « Ah ben non, là, vous n'allez pas... la salle de la Joconde, elle est définitivement fermée, il faudra vous inscrire et puis justifier que vous voulez voir la Joconde. » Parce qu'il y a 3 semaines, il y a un mouvement de protestation qui a balancé de la soupe à la tomate sur un autre tableau. Donc, on a décidé de fermer les salles de nos plus grandes collections. Bon. Mais rassurez-vous, hein, c'est un bien d'État, c'est protégé, c'est dans le musée, mais vous ne les verrez plus. Bon. Ben non, c'est au fond de la mer. Le principe, c'est que le plongeur doit avoir cette émotion, comme il a une émotion sur un paysage, comme il a une émotion en croisant un poisson rare ou autre. Voilà. Donc, le principe de base, c'est qu'on doit pouvoir plonger sur les épaves. Donc après, ça veut dire qu'il faut qu'on développe les moyens de protection et qu'on développe aussi l'éducation. Aujourd'hui, on parle là-dessus de pas grand-chose. Alors, je ne suis pas un doux rêveur. Je sais simplement que, alors ça remonte un peu maintenant, mais quand j'étais adolescent et que j'allais marcher, randonner dans le Mercantour, je croisais encore des gens qui cueillaient. C'était le début de l'époque où on disait on ne cueille pas dans les parcs nationaux. Ah oui, mais attendez quand même, je vais ramener ma petite fleur quand même, je la trouve pas, elle est jolie, puis j'en prends qu'une, c'est pas dangereux. Bon. Une génération plus tard, globalement, je dis pas que plus personne ne cueille, hein. Je dis simplement que c'est devenu l'exception et que les gens ont intégré que quand on randonne dans un parc national, on respecte l'environnement. Bon, je pense qu'on peut raisonnablement se donner une génération pour apprendre aux jeunes plongeurs à avoir les mêmes pratiques. Mais les mêmes pratiques, ça marche pour l'étoile de mer, ça marche pour l'hippocampe, ça marche pour le corail et ça marche pour le patrimoine historique. On plonge, on regarde, on ne touche pas et on ne prélève pas. Voilà. Mais à côté de ça, effectivement, il va falloir qu'on développe aussi les outils de protection. Et là-dessus, je pense que, effectivement, pour faire simple, les outils d'intelligence artificielle vont pouvoir nous aider. On les développe sur d'autres finalités, mais ça peut se transférer sur les épaves. Des bouées intelligentes, des capteurs intelligents qui vont détecter des intrusions sur des sites sans pour autant les interdire. Je terminerai en disant que interdire un site à la plongée, il y en a un en particulier qui est dans la rade de Villefranche, et cette épave qui est à près de 90 mètres, la Sainte-Dorothea, mérite toutes les mesures de protection qui existent. Alors effectivement, on a fait un gros rond, on dit que là, on ne plonge pas, bon, 90 mètres déjà, ça limite. On ne mouille pas, c'est à la limite pour moi le plus important dans cet arrêté d'interdiction, parce qu'on évite le ragage des ancres. Bon, ça, c'est une chose. Mais effectivement, on a dessiné un grand cercle, un petit peu comme si on floute tes images. Mais voilà, demain, ça veut dire que peut-être qu'on pourra avoir des outils de protection de ces aires-là. Interdire, c'est pointer. Voilà, de toute façon. Donc il faut qu'on arrive à aller au-devant, mais, je le répète, sans être idéaliste, en sachant que le pillage archéologique, alors c'est vrai que c'est d'abord les sites terrestres qui font l'objet d'un trafic international, les amphores aussi, mais c'est des sommes qui sont plus minimes. Mais voilà, on sait que malheureusement,
globalement, le patrimoine archéologique au niveau mondial, c'est une des 3 sources de financement principales de la criminalité organisée. Il ne faut jamais l'oublier. Tu fais très bien de le préciser, effectivement. C'est une donnée que les gens connaissent peu, mais après la drogue et le trafic d'armes, c'est le trafic des biens culturels qui permet d'alimenter la criminalité organisée dans le monde. C'est quand même assez incroyable. Tu as utilisé une expression que j'aime beaucoup, qui est l'émotion, justement, de plonger sur une épave. Je dirais que c'est... Je fais mes parallèles avec le terrestre, hein. C'est comme si, ton exemple était très bien, parce que c'est comme si on allait à Delos et puis qu'on disait regardez le site de loin, mais vous ne pouvez pas vous approcher, quoi. C'est pas possible. Après, comme tu le dis, l'espoir, c'est l'éducation. C'est l'éducation des plongeurs, et j'ai plus foi en l'éducation des plongeurs, puisque maintenant c'est une prise de conscience globale des formateurs, j'allais dire. Hein. Autant les formateurs, il y a 30 ans, ils n'étaient pas forcément hyper sensibilisés à la préservation des biens culturels. Autant aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, et il y a de plus en plus de dialogue et de communication. Donc c'est quand même un très très bon espoir. Ce sera sans doute plus difficile d'éduquer ceux qui mouillent. C'est-à-dire les touristes qui ont les moyens et le plaisir de pouvoir aller en baie de Villefranche ou ailleurs, hein, peu importe, et où là c'est déjà plus difficile, déjà qu'écologiquement c'est difficile alors c'est pas mon domaine de spécialité, mais de leur demander de respecter, de ne pas jeter leurs ordures, etc., directement dans la mer. Alors pour revenir sur le dialogue avec Frédéric, Arnaud, tu parlais d'intelligence artificielle, et dans les discussions qu'on avait pu avoir justement là-dessus, est-ce que toi tu as réfléchi à des choses, alors pas tant pour faire disparaître que peut-être de la même manière, enfin ça m'interpellait quand on voit qu'il y a les étoiles de mer, tu ouvres un petit truc, il y a un pop-up qui montre la photo. Pourquoi pas mettre un pop-up qui marque espèce, enfin qui montre la photo en mettant l'espèce protégée, j'en sais rien. Et ça peut être quelque chose de similaire pour une épave, c'est-à-dire que l'épave est visible. Et puis après tout, les non-plongeurs, pourquoi ils ne pourraient pas les voir ? C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis non-plongeur, et parfois, quand je vois les photos que peut me montrer Arnaud ou les relevés, j'ai très envie d'y aller. Mais je n'ai pas la condition physique ni la fibre. Donc pour moi, c'est un patrimoine qui devrait aussi être accessible au plus grand nombre. C'est ce que me semble permettre le travail que tu fais. Et voilà, on t'écoute. Ouais, alors effectivement, c'est vrai que jusqu'à maintenant, enfin, l'immensité des océans et le fait que c'est toutes les challenges techniques dont on a parlé tout à l'heure, de localisation, etc., protègent un peu du grand public, mais pas effectivement des gens qui ont les moyens techniques d'aller l'explorer. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que même, si les zones internationales, la réglementation peut être lacunaire, en tout cas dans les eaux françaises, on n'est pas dans des zones de non-droit. Par rapport à la publication de données ou même au permis d'aller explorer. Donc nous, à chaque fois qu'on doit déployer des drones, déjà, il faut qu'on demande des permis auprès de différentes autorités. Et une fois que ça s'est fait, après, le débat, c'est vrai qu'il est un petit peu en cours sur qu'est-ce qu'on fait de ces données. Si, par exemple, on va servir les besoins d'un industriel, est-ce que les données, elles appartiennent d'abord à l'industriel et puis ensuite elles sont versées au public, mais sous quel format, etc. Ça, c'est des choses qui sont encore en train d'évoluer. Et je pense qu'on a tous intérêt, tous les gens qui travaillent autour de la mer, de s'obliger à une certaine transparence, mais potentiellement en ayant mis une temporalité dans la manière dans laquelle on va mettre les données à la disposition du public, ce qui permet de mettre en œuvre des travaux de recherche ou des travaux de préservation ou de la réglementation sur les sites, des moyens de protection. Donc la position qu'on a, et je pense parler un peu au nom de l'équipe, c'est qu'on pense que tout le monde a intérêt à la fin que les données soient les plus transparentes possibles pour créer de la confiance, une espèce de vision partagée de ce qu'il y a au fond des mers.
et que ce ne soit pas une vision idéologique, en particulier sur les projets d'infrastructure. Par exemple, on parle d'installer des éoliennes en mer. Il y a toujours ce débat de se dire, ok, évidemment, il va y avoir des ancrages, il va y avoir des câbles, ça va impacter le milieu marin, ça va impacter la biodiversité. Mais en même temps, si on reste sur un système énergétique qui est très carboné, ben on le voit directement, l'impact de l'acidification des océans sur les écosystèmes marins. Donc c'est un débat qui est ouvert et il faut qu'on ait de la donnée et qu'on puisse partager en fait un état des lieux et contribuer à ce débat-là sur une donnée qui est accessible à tous. Ça me semble super important. Et la question, c'est comment on la met en œuvre, qui la distribue et sous quelles conditions et qu'est-ce qu'on a mis comme méthode de protection avant ça. Mais du coup, voilà, moi, c'est ça un peu ma réponse, c'est de dire, oui, alors les outils d'IA vont nous permettre de faire plein de choses super intéressantes pour explorer ces immensités et tout de suite pointer vers les objets d'intérêt. Mais mon message, c'est surtout la temporalité de savoir qu'à terme, je pense que ce qu'on vise tous, c'est la transparence, mais qu'est-ce qu'on se donne comme temporalité pour y aller et qu'est-ce qu'on fait entre le moment où on voit les choses et le moment où on les met à disposition du public. Merci. Arnaud. En fait, il y a une différence. En plus, il y a un positionnement qui est un peu différent. Tu es à la tête d'une structure commerciale, enfin privée. Je suis à la tête d'un service public. Donc moi, par principe, les données que je collecte et que je récupère, elles doivent, alors modulo toutes les exceptions et les encadrements, mais ce sont des données qui, au nom des règles de libre consultation, sont accessibles au public. Donc, nous, quelles règles on applique? Il y a des données, effectivement, qu'on va considérer comme trop précieuses pour être immédiatement partagées. Une épave qu'on vient de nous signaler, dont on a vérifié l'existence, peu profonde et pas attaquée, pas pillée. C'est rare, mais ça existe encore. Bon, elle, effectivement, on va considérer que là, il faut la protéger, on ne va pas communiquer dessus, on va se laisser du temps. Bon. Ensuite, deuxième élément, on peut partager des données imprécises. Un petit peu comme si je repars de Dakar tout à l'heure et j'enlève les repères. Bon, on saura que globalement, il y a quelque chose par là, je n'aurai pas un point. Bon. Et puis ensuite, le chercheur, vous voulez consulter nos archives. Bon, vous faites une demande, là-dessus on fonctionne comme tout service d'archives, vous nous faites une demande, vous justifiez de votre demande, et on va vous soumettre un engagement. Vous allez vous engager. Oui, vous allez pouvoir consulter dans le cadre de vos recherches des données, y compris très précises, mais vous vous engagez à ne pas les partager de manière inconsidérée et à ne pas en avoir un usage commercial. Je pense en particulier aux photos. Quand elles sont automatisées, c'est un peu différent, mais enfin, quand c'est des plongeurs, il y a un photographe, donc il y a des droits artistiques, des droits moraux et des droits commerciaux qui s'appliquent. Donc, mais vous prenez un engagement. Libre à vous, après, de ne pas respecter cet engagement. Libre à vous, quand vous allez dans un service d'archives, de piquer 10 pages dans un bouquin. Mais vous commettez une infraction. Enfin, libre à vous, vous pouvez le faire, mais vous commettez une infraction par rapport aux engagements que vous avez pris et au règlement. Donc, mais l'idée, c'est quand même de se dire qu'il y a la possibilité pour ceux qui ont une bonne raison de pouvoir et de vouloir le faire, d'accéder à ces données. Et nous, notre but n'est pas d'accumuler les données dans une sorte de forteresse inaccessible où on vous dirait une fois par an dans une publication, vous inquiétez pas, on est toujours les plus forts, on est le meilleur service au monde. Dans 10 ans, les Chinois nous auront rattrapés, mais pour l'instant, on est toujours les meilleurs au monde. Mais si ça ne profite pas aux chercheurs, si ça ne profite pas aux amoureux de la mer, si ça ne profite pas aux amoureux du patrimoine, etc., so what ? On aura fait quoi ? On aura fait une jolie forteresse. Donc voilà, nous, on est dans cet élément-là, et c'est vrai que nous, on est intéressés par ce travail que tu peux réaliser de façon plus systématique. Nous, c'est quelque chose qui devient important, parce que tu parlais des parcs éoliens en mer. Nous, on fait ce qu'on appelle de l'archéologie préventive, hein, sur un parc éolien. C'est comme si vous construisez votre maison, un hangar commercial ou une centrale nucléaire à terre. On va faire passer des archéologues pour s'assurer que vous n'allez pas planter le pieu de votre éolienne ou les amarres de l'éolienne flottante
en plein milieu d'un site historique. Bon, mais donc ça veut dire que là, nous aussi, on commence à découvrir. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est du ponctuel, mais là, nous, on est en train de découvrir aussi l'extensif. Et donc, cette démarche, ce travail nous intéresse. Alors, oui, bien évidemment, il prend des risques, mais comme toujours, ayons à l'esprit une sorte de rapport gain-risque. Et je pense que le travail que tu conduis, les méthodes que tu développes, sont plutôt un gain pour la connaissance scientifique de ce qu'il y a au fond de la mer, et en particulier pour moi, ce qui me concerne au quotidien, ce qui est d'origine humaine et d'intérêt historique. Voilà, on vous remercie beaucoup. Je vous demande d'applaudir nos collègues. Et je vous dis à bientôt.